Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une. Le meilleur bachelier de Mayotte, édition 2022, nous vient du lycée de Dembéni. Sa moyenne, plus de 18 sur 20 en bac section technologique. Son nom, Timothée, le jeune homme de 17 ans, savoure et vous le verrez, il sait déjà ce qu'il va faire et pourquoi. Une nouvelle maison de santé a été inaugurée au Vallon cet après-midi, occasion aussi pour les autorités de faire le point sur la situation sanitaire liée à la Covid-19 dans le département. Les données repartent en hausse, le seuil d'alerte 50 cas pour 100 000 habitants a été franchi. La vigilance et le respect des gestes barrières restent de mise. On en parle avec Olivier Brahic, directeur général de l'ARS Mayotte. Et puis nous parlerons de tourisme avec ce séminaire des communes du Sud axé sur le développement économique durable. Il s'agit pour elles de mettre en valeur et de développer leurs richesses naturelles multiples. Des précisions dans ce journal. Après la composition du gouvernement il y a de cela quelques jours, Elisabeth Borne, la première ministre, a fait sa déclaration de politique générale cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Autant vous dire que ce discours était très attendu après l'annonce donc du nouveau gouvernement. Elisabeth Borne a abordé plusieurs thématiques dont l'énergie, la revalorisation du salaire des enseignants entre autres. Les précisions d'Antoine Defive devant la caméra de Mourad Bouretima. Je demande la plus grande attention pour tous les territoires ultramarins. C'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne dans un hémicycle bruyant et contestataire. 1h30 de discours et une promesse pour les Outre-mer. Je cite, « Mon gouvernement les accompagnera pour soutenir leur développement économique, l'eau, l'assainissement et agir contre la pauvreté. » La Première ministre présentera d'ailleurs dès jeudi au Conseil des textes d'urgence pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Elisabeth Borne a également indiqué vouloir, je cite, « placer ces territoires au cœur de la transition écologique pour protéger le trésor qu'est leur biodiversité ». Un discours jugé lapidaire, une première ministre qui brasse de l'air ou encore un mépris total. Voilà les premières réactions que j'ai pu recueillir à chaud auprès de députés ultramarins qui se sont dit perplexes. Le gouvernement Borne 2 qui devra donc batailler pour retrouver la confiance des élus français et en particulier ceux des Outre-mer. Et voilà donc pour les premières réactions liées au discours de politique générale de la Première ministre. Les résultats du bac QV 2021-2022 sont connus depuis hier. Parmi les lauréats, certains sortent du lot avec des mentions et des félicitations du jury, à l'instar de Timothée, 17 ans, élève au lycée de Dembéni. Il est le meilleur bachelier de l'Académie de Mayotte avec une moyenne générale au bac section technologique de plus de 18. Génial Atoumani et Assadi Razafiterino l'ont rencontré chez lui à Ajangwa. Voici son portrait. En philosophie, 18. En grand oral, j'ai eu 20. Physique, chimie, maths, 20. Et sciences physiques et chimie de laboratoire, 20 aussi. En regardant le relevé de notes de son fils, Luc Olivier est un papa heureux. 20, 20, 20. Ouais, je m'y attendais pas non plus. Son deuxième, Timothée, 17 ans, scolarisé au lycée de Dembéni, décroche au bac technologique une moyenne de 18,92 sur 20, la meilleure note de l'académie cette année pour cet examen. On était fiers d'un côté et puis surpris de l'autre parce que franchement on s'attendait pas, on savait qu'il était sérieux, hein, mais à ce point-là c'est une fierté, c'est chouette. J'avais beaucoup stressé pendant les épreuves donc je pensais avoir fait beaucoup d'erreurs, mais finalement voilà, c'est passé donc soulagé, un point en moins et donc ouais, très content d'avoir eu ce bac. Soulagé d'avoir eu le bac, mais peiné de devoir poursuivre ses études hors territoire après 4 années passées à Mayotte. Je compte faire des études dans un BTS GEMO, gestion et maîtrise de l'eau. Donc pour ça, j'ai été obligé de partir en métropole parce que la formation, et c'est dommage, n'existe pas à Mayotte. J'aurais aimé rester ici parce qu'en fait, ce qui m'a orienté vers le domaine de l'eau dans l'étude, c'est les problèmes qu'on a ici à Mayotte durant la saison sèche. Bien sûr, il va nous manquer, c'est sûr, mais voilà, c'est les choses de la vie. Et puis on est rassuré parce qu'il va retrouver son grand frère aussi, donc comme ils s'entendent bien tous les deux, ça c'est vraiment une chance, on est reconnaissant pour ça aussi. Ouais. À la rentrée, c'est à Strasbourg que le jeune homme posera ses valises, loin de ses petits frères et sœurs. En attendant, c'est les vacances, des vacances bien méritées. En bref, Daniel Zaidani et Saïd Issouf, respectivement président et directeur général de la SPL 976, sont condamnés pour leur gestion de la structure créée en 2012
par Daniel Zaidani, alors président du conseil départemental. Leur condamnation a été prononcée par la Cour de discipline budgétaire et financière, 5 000 € d'amende chacun. L'affaire dite de la SPL 976 remonte à 2015 et la plainte de Bichara Buhari Payet. Santé avec l'inauguration cet après-midi de la maison de santé pluridisciplinaire des Hauts-Vallons en présence des directeurs de l'ARS et de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. C'est seulement la 3e de l'île et ce fut aussi l'occasion pour les autorités sanitaires de faire le point sur la situation liée à la Covid-19 lors d'une conférence de presse. En effet, depuis quelques jours maintenant, les contaminations repartent à la hausse et on en reparle ce soir avec le directeur général de l'ARS, Olivier Brahic. Bonsoir. Bonsoir madame. Déjà, sur cette nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle conventionnée, la 3e. En fait, c'est la 4e. La 4e du département, pardon. Alors, le processus ici a été facilité. On peut donc faciliter les choses pour pouvoir installer plus de maisons comme celle-ci ici. Donc effectivement, c'est un vrai enjeu pour la santé des Mahorais et des Mahoresques de multiplier ces maisons de santé parce qu'en fait, ça répond à 2 enjeux majeurs. Un premier enjeu au profit des patients de l'île parce que ça permet de mieux coordonner la prise en charge parce que dans cette maison de santé, vous avez à la fois des médecins, des sages-femmes, des infirmiers et des kinés. Donc il y a une amélioration dans la prise en charge, une coordination entre ces différents acteurs, premièrement. Deuxièmement, ce type de structure permet aussi de mener des actions de santé publique, normalement de dépistage, notamment de dépistage, que ce soit pour le diabète ou l'hypertension, quand on sait la forte prévalence de ces maladies chroniques. Donc ça va améliorer la prise en charge sur l'île de toutes ces maladies chroniques. Donc ça, c'est le premier avantage au profit des patients. Et deuxième avantage, vous savez que je mène un combat sur l'attractivité des professionnels de santé sur l'île. Et le fait de regrouper tous ces professionnels de santé dans une même structure, ça permet qu'ils soient moins isolés, de gagner du temps, j'allais dire, médical, et donc de favoriser l'installation de professionnels de santé sur l'île. Alors justement, en parlant de l'attractivité, vous en faites une priorité, vous venez de le dire, et vous avez mis sur pied ce comité qui réunit tous les acteurs, que ce soit économique, dans le monde de l'éducation également, mais également l'État et le département. Très concrètement, quel est l'objectif de ce comité ? Très concrètement, c'est une première en France, je pense, de réunir ce comité un peu intersectoriel, et c'est d'unir nos forces pour identifier toutes les actions concrètes qui vont permettre l'installation de professionnels de santé, que ce soit des médecins ou du personnel paramédical. Et donc, l'idée, c'est notamment d'améliorer la communication en lien avec le conseil départemental, qu'on améliore la communication au niveau national de Mayotte, d'une manière générale, mais aussi qu'on fasse connaître l'offre de soins de Mayotte, tous les projets qui sont en cours, il faut qu'on les fasse connaître au niveau national pour faire venir des médecins et des personnels paramédicaux, mais aussi des choses très concrètes. L'installation, il faut mettre en place un guichet unique, faciliter le logement, faciliter la vie quotidienne des professionnels. Donc c'est avec le conseil départemental, avec la préfecture, avec il y avait aussi le CCI, le MEDEF. C'est toutes ces forces-là qui vont nous permettre de définir un certain nombre de plans d'action très concrets que je souhaite qu'on puisse mettre en place dès début 2023. Alors, on va parler maintenant du Covid-19. Je l'ai dit en introduction, les données repartent à la hausse. Il y a eu un premier cas du sous-variant BA5 qui a été détecté fin juin. Quelle est la situation aujourd'hui ? Alors, vous savez que déjà au niveau national, on est face à la 7e vague épidémique avec plus de 200 000 cas par jour. Et effectivement, jusqu'à présent, sur le territoire mahorais, globalement, depuis février-mars, on oscillait sur un taux d'incidence entre 20 et 30. Mais là, moi, ce qui m'inquiète en tant que directeur général de l'ARS, c'est que depuis une semaine, on voit vraiment les indicateurs repartir à la hausse. Ils ont quasiment doublé en une semaine. Comme vous l'avez dit en introduction, on a dépassé le seuil d'alerte. Et là, aujourd'hui, on est à 51,2%. Donc, quand on connaît, je veux dire, la contagiosité de ce sous-variant BA5, très probablement, on aura beaucoup plus de cas dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, je vois que vous portez le masque. Ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne nos habitudes ? Alors effectivement, l'idée c'est pas d'obliger. On a dépassé le domaine de l'obligation. C'est vraiment le domaine de la responsabilité individuelle. Et pour moi, il y a 2 sujets que je souhaiterais faire passer ce soir. Un, effectivement, les gestes barrières. Voilà, dès qu'on est en milieu clos, qu'on est de la proximité, on remet le masque. Premièrement. Et deuxièmement, un point très important, la vaccination. Il faut absolument que les personnes de plus de 60 ans, qui sont vraiment les personnes à facteur de risque, qui risquent de potentiellement
potentiellement, c'est dans le Covid, d'aller à l'hôpital, d'aller se faire vacciner, et notamment la dose de rappel. Vous savez, cette fameuse troisième dose, qui a beaucoup de mal à prendre sur l'île. Il faut vraiment, et on a plus de 60% de cette classe d'âge qui n'est pas vaccinée pour la troisième dose. Il faut vraiment qu'elles aillent se faire vacciner. Et il y a encore une offre de vaccination très conséquente sur l'île. Merci beaucoup, Olivier Braïc, d'avoir répondu à nos questions. Les communes du sud de Mayotte rivalisent en richesse touristique, l'occasion d'une rencontre autour de séminaires sur le tourisme responsable. Organisé sur 2 jours, le but était de valoriser les sites naturels et ainsi développer des projets économiques durables. Hachim Saïd Hachim, Nasla Marwan et Youssouf Abed Matoir. Dans ce séminaire sur le tourisme responsable, les organisateurs sont à l'écoute de la population. Ensemble, ils mènent les réflexions et orientent les idées. Là, nous avons vraiment voulu mettre en avant ce côté. Ce sont ces populations, ce sont ces publics-là qui travaillent sur les besoins au quotidien, et ce qu'ils estiment aussi intéressant à valoriser, à montrer à ceux qui viennent de l'extérieur, pour faire remonter l'information un peu plus haut au niveau national. Le Voulé, atout touristique, est l'une des nombreuses richesses culturelles mahoraises à promouvoir sur le territoire. Le Voulé fait partie de ces traditions-là à valoriser par rapport au tourisme, par rapport aux loisirs. C'est l'occasion également pour nous de responsabiliser les personnes qui font les Voulés sur les plages, de dire voilà, c'est très bien, vous trouvez les plages propres, et essayer de faire en sorte de repartir et de laisser les plages propres également pour ceux qui viennent demain et pour vos enfants plus tard. Mayotte compte de nombreux sites à valoriser et des porteurs de projets à accompagner. On a des auto-entrepreneurs qui ont créé leur boîte, que ce soit les randonnées, que ce soit sur l'eau, sur terre, vraiment beaucoup d'activités. Et on est là aussi pour aider ces porteurs de projets-là à développer leur activité. Pour entretenir ces sites, particulièrement les plages, des taxes sont envisagées. Il y a des taxes spécifiques qui peuvent être mobilisées pour l'entretien de ces sites touristiques. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir nos agents qui sont derrière, qui sont mobilisés pour l'entretien de nos plages, de nos sites de randonnée, en gros toutes nos aménités naturelles. Promouvoir le tourisme à Mayotte, le faire sortir de terre dans les meilleurs délais est le défi que se lance la communauté de communes du Sud. Dans la région, aux Comores, 47 ans aujourd'hui depuis que les Comoriens ont unilatéralement opté pour l'indépendance. En ce jour anniversaire, presque comme chaque année, à la même date, une cérémonie est organisée avec revue des troupes par le président Azali Assoumani et défilé militaire. Les précisions de Faiza Souley Youssouf et Ibrahim Youssouf. Ensemble, préparons l'avenir, c'est le thème retenu cette année à l'occasion du 47e anniversaire de l'indépendance du pays. Au menu, revue des troupes par le chef de l'État, parade et défilé des corps armés. Ce fut l'occasion aussi pour le gouvernement Azali d'exprimer son satisfecit sur le chemin parcouru par l'État comorien. En tout cas, d'abord, le pays a renoué avec la stabilité. Ça, c'est très important. Comme vient de le dire le président de la République, maintenant il y a des alternances démocratiques. À quelques kilomètres de la place de l'Indépendance, changement de décor à l'emblématique marché de Volo-Volo. Ici, dans cet environnement de dur labeur, la fierté des citoyens est palpable malgré tout. Nous sommes fiers de notre indépendance. Même si c'est dur, même si nous souffrons beaucoup, nous sommes reconnaissants au père fondateur. J'ai assisté à la fête. Je suis contente d'avoir vécu ce moment. Nous sommes un pays pauvre comme d'autres pays sont riches. Nous ne pouvons pas tout avoir. Maintenant, malgré cette pauvreté, nous parvenons à nous débrouiller pour nous en sortir. 47 ans après l'accession du pays à l'indépendance, en plus des indicateurs socio-économiques dans le rouge, il doit maintenant faire face à une croissance de la criminalité. Jusqu'ici, il en était miraculeusement épargné. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal en Chimaoré. Très belle soirée sur La Première.